Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Ici c'est Sébastien Keniel. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau livre, pardon. Il s'agit de La magie de croire. Donc c'est un livre écrit par Claude Bristol. Donc c'est donc le dernier livre que j'avais lu. Donc pas le livre qui est en cours parce que je parle pas des livres que je n'ai pas encore fini. C'est un livre intéressant et donc je continue de parler des livres que j'ai lus parce que je remarque quand même qu'il y a quand même des gens que ça intéresse en grande partie. C'est peut-être pas les trucs les plus vus non plus, mais que ça intéresse quand même pas mal de gens en pourcentage vis-à-vis d'autres trucs que j'ai fait. Bon, ça me prend pas mal de temps, c'est très long en timing et pourtant j'ai quand même l'impression, voilà, que ça vous plaît un peu. Donc pour l'instant, je vais continuer puis je verrai après selon les stats qu'est-ce que je ferai si je continue ou pas. Donc, il y a ce fameux livre, La magie de croire. Donc, c'est le gars qui a écrit l'autre livre qui s'appelait TNT. TNT, je sais plus quoi, je me rappelle plus le nom exact. Donc, on va parler un peu de ça. Donc, la première note que j'avais mis, hop, on peut parler des notes que je me suis mis. Encore, il faut que j'arrive à me remettre dedans. Ah oui, bon, la première note, c'est un des trucs que j'ai vraiment effectivement bien noté. D'ailleurs, t'as l'autre livre, c'est là, c'est marqué TNT, la Terre est ébranlée. Ou alors ça s'appelle autrement, mais en tout cas, il parle d'idée, il marque TNT, donc je pense que c'est ça. TNT, la Terre est ébranlée, qui était son premier livre. Donc c'est son second livre. Et donc là, le premier truc que j'ai noté, c'est l'histoire avec le fait qu'il écrit tout le temps le symbole du dollar. Il écrit à chaque fois que il le gribouille sur tous les trucs, quand il est au téléphone, quand il a un papier, un stylo, il gribouille le dollar, etc. Parce qu'il sait que plus il se concentre là-dessus, plus ça va lui amener ce qu'il veut, hein. Donc là, on se base sur ce qui est la loi d'attraction, même si là, il n'est pas directement bloqué ça, mais c'est exactement ça en fait, hein. Il se base dessus, il savait que voilà, s'il croit tout le temps qu'il va gagner plein de dollars et qu'il est concentré dessus, il finira par avoir plein de dollars. Donc ce que nous, on peut faire pareil selon d'où on vient. On peut mettre donc des signes de rose si on est en France, Belgique. Et bien sûr sur les Canada, on va garder le dollar, bien sûr. Mais en fait, c'est ça qu'il expliquait. Donc, nombreuses sont les personnes qui, en rêvassant ou en parlant au téléphone, se mettent à gribouiller. Elles dessinent ou tracent sur papier des contours étranges. Mon gribouillage à moi a été celui du symbole du dollar, comme ceux-là. Donc là, il met plein de signes de dollar. Et ce, sur chaque morceau de papier qui passait sur mon bureau, les chemises de classe passant sur mon bureau, côté. Bon, en gros, il gribouille ça partout parce qu'il te dit que tôt ou tard ça finira par venir. Donc après, il reparle de ces trucs plus tard, de pourquoi. Ensuite, j'ai noté quelque chose d'autre. C'est à la même école, connecteur de Julie m'a fait comprendre ceci. Si mon entreprise allait à sa ruine, ce n'était pas attribué aux événements extérieurs, mais bien à l'état d'esprit négatif, à l'attitude mentale de ses membres et employés. Nous succombons à la panique, nous avons peur de la crise économique, sape notre morale et nous entraînons au désastre financier. Et ce sont nos idées de ruine qui attirent la catastrophe. Donc là, il met en avant que c'est plus le fait qu'on est négatif que ça va faire venir les choses. Il est vrai, si vous n'êtes pas concentré positivement pour que votre entreprise elle marche ou positivement que vous allez gagner plein d'argent, ben, ça va être dur en fait d'y arriver. Il faut être concentré sur le sens inverse. Et d'ailleurs, pour que les gens vous suivent, il faut être positif. Il n'y a pas le choix. Si vous êtes négatif, ça ne marche pas. Il faut vraiment être positif. Oui, vous allez arriver et tout. Bon, c'est pas si simple. C'est des habitudes à changer. Mais la réalité, c'est ça. Les gens qui réussissent sont effectivement positifs et pas négatifs, hein. Regardez autour de vous en lisant ceci. Si vous êtes dans une pièce meublée, vos yeux vous disent que vous regardez un certain nombre d'objets inanimés. C'est vrai en ce qui concerne la perception visuelle, mais en réalité, vous regardez des pensées ou des idées qui sont matérialisées par le truchement du travail créateur d'êtres humains. C'est une pensée qui est à la base des meubles, des vitres, des rideaux, des stores et des vêtements. Ah oui, j'ai juste noté ça parce que là, on parle que tout. Là, il explique juste que tout se passe en fait dans l'esprit bien avant que cela existe vraiment. Et c'est vrai que toutes les créations, qu'importe ce qu'elle est, elle a été imaginée par quelqu'un avant qu'elle est là. Donc la chaise où je suis assis, le pull que je porte, l'imprimante qu'on voit, etc. Tout a été imaginé par quelqu'un avant que ça devienne une réalité. Et c'est pour ça qu'il parle de, voilà, de concevoir, de croire, de visualiser dans son esprit les choses parce que ça viendra au bout d'un moment.
Qu'est-ce que j'ai noté? Que cherchez-vous? Payez-le et emportez-le. Les réserves sont illimitées, mais la plupart des objets de vos désirs est précieux. Plus le prix est élevé, contre tout ce que nous obtenons, nous devons troquer de l'or de nos esprits. Donc, je suis en train de chercher exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Qu'il puisse avoir la vie et ceux qui puissent en profiter, c'est la loi. Que cherchez-vous? Payez-le et emportez-le. Les réserves sont illimitées, mais plus l'objet de vos désirs est précieux, plus le prix en est élevé. Contre tout ce que nous obtenons, nous devons troquer l'or de nos esprits. Où se cache l'or trouvé par les tout-puissants? Lorsque quelqu'un découvre l'or de l'esprit, il le met de côté. Lorsqu'il se trouve, il découvre la liberté, les richesses, la réalisation et la prospérité des paroles savantes. Non, l'évidence la plus manifeste de l'histoire de l'Amérique et des biographies de tous les temps. La preuve concrète est présente dans les événements de tous les jours, même si nous refusons de les voir. Rien d'important, de durable, de puissant, d'émouvant n'a jamais été accompli ni le sera, sauf par les gens qui ont découvert en eux l'or de l'esprit qui donne l'autorité, la puissance et entraîne la réussite. Les gens qui se connaissent savent que les biens matériels, les idées ont une contrepartie ou base spirituelle. Ils la voient dans l'argent, dans le mérite. La loi de l'offre et de la demande ne représente pas pour l'être avisé qu'un principe économique. C'est la concentration d'une loi spirituelle. Du tel genre en quête de liberté voit la même principe à l'œuvre de la gravitation, les affimés chimiques, l'univers et l'homme. Bon, en grosso modo, on revient sur l'esprit. Croire et concevoir. Hein. Je sais plus exactement pourquoi j'ai noté ça. Le monde est rempli de gens qui ont travaillé dur sans obtenir de résultats. Il faut quelque chose de plus que le travail. La pensée créative et la foi inébranlable en votre capacité de mener à bien vos idées. Les gens couronnés de succès dans l'histoire ont réussi grâce à leur pensée. Leurs mains n'étaient que là pour aider leur cerveau. Donc là, il met bien en avant que voilà, vous travaillez dur, c'est pas pour autant que vous allez y arriver, c'est avant tout ce que vous imaginez dans la tête, etc., qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Travailler dur, c'est pas ce qui marche, hein, même si certains riches le disent. Moi, je l'ai déjà dit par expérience, je redis. Travailler dur, vous pouvez toujours vous embêter à travailler dur, mais c'est pas ça qui vous donnera forcément le succès. Je connais un homme qui peut entrer dans une tabagie, se diriger vers la planchette à poissonner et en quelques coups remporter les meilleurs prix. Un jour, je lui ai demandé comment il s'y prenait et il me répondit: je n'approche jamais d'un tableau de jeu à moins d'être en forme, c'est-à-dire persuadé de gagner. J'ai remarqué que s'il y avait la moindre doute dans mon esprit, je ne gagnais pas. Mais je me souviens pas d'une seule fois où le numéro n'est sorti, alors que l'idée de gagner était ancrée dans mon esprit, avant même que je commence à jouer. Donc là, il est très clair, quand vous voulez gagner, il faut vraiment en être sûr et certain, pas avoir doute, sinon restez de côté. C'est une leçon peut-être que je pourrais moi-même apprendre dans mon trading, et vous aussi, selon vos activités, de vous dire, ouais, si vous êtes pas, si vous avez des doutes, pas tellement en forme, c'est de vous dire, bah, je reste de côté, mais je suis sûr et certain de gagner, et ben j'y vais. C'est quelque chose d'intéressant que vous pourrez faire et que moi je pourrais aussi méditer parce que ça m'arrive de faire, je pense au trading parce que ça m'arrive des fois de m'y mettre quand même et pourtant j'aurais peut-être mieux fait de rester de côté quand j'étais pas à 100% sûr parce que c'est souvent ça se retourne bien contre vous. Hein. Et donc ouais. Ouais, ça c'est important, c'est une remarque que j'ai trouvée intéressante et ouais, faut être sûr et certain si vous vous engagez dans le truc d'y arriver quoi. Au moment opportun, les idées et les plans en provenance du subconscient pénètrent dans votre esprit conscient. Vous relèverez la solution à votre problème et les mesures à prendre, et vous devez les respecter immédiatement et sans poser de questions. Alors là, ce qu'il dit, c'est que quand vous posez des questions et que votre subconscient vous donne une réponse, vous devez donc y aller direct et mettre le reste de côté. Sinon ça ne s'applique pas. Hein. Si vous voulez utiliser les réponses qui viennent de votre subconscient, ben voilà. Il faut les appliquer tout de suite, sinon après, en fait, c'est trop tard. Donc voilà, il suffit pas de se poser des questions et d'attendre la réponse. Quand vous avez la réponse, il faut agir. Bon, ça, c'est un truc que j'ai noté parce que c'est vrai que ça paraît un peu difficile à faire, mais les types qui arrivent à faire ça, je leur dis chapeau bas, quoi, parce qu'il faut mettre ceux qu'on était en cours de côté pour prendre l'idée. En général, moi, j'aime bien noter l'idée sur un papier quand elle me vient à l'état d'esprit. Quand le truc qui me vient à l'état d'esprit, mais tout arrêter, me mettre au boulot à faire ça tout d'un coup et laisser tomber le reste, je dois admettre que j'ai jamais
tenter une telle expérience d'aller au cinéma, mais c'est un truc que je devrais peut-être faire parce que peut-être effectivement que c'est ça qui changerait ma vie, mais aussi la vôtre en fait. Hein. C'est ça, peut-être que c'est ça la solution pour moi et pour vous. C'est un truc intéressant que j'ai trouvé qu'on pourrait tester. Un entrepreneur ou un constructeur se penche sur un jeu de plans et de spécifications concernant un pont et un édifice et poussé par le désir d'obtenir le contrat et se dit je peux le faire, oui je peux le faire. Il peut se le répéter en silence des milliers de fois, sans même s'en rendre compte. Néanmoins, la suggestion trouve un endroit où se nicher et il obtient le contrat pour éventuellement ériger une telle structure. Il peut au contraire se répéter qu'il ne peut pas y arriver et il obtiendra ainsi le contrat. Et il n'obtiendra ainsi jamais le contrat. Donc effectivement, encore une fois, on revient sur le fait d'être positif, vous soyez certain de pouvoir le faire. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas certain de pouvoir le faire, vous ne convaincrez pas non plus les autres. Si vous êtes non, c'est pas possible, même si c'est votre idée, ben, vous n'allez pas convaincre les autres. Donc il faut vraiment avoir en tête. Et donc le truc, c'est vous répétez le truc. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Ah, je peux gagner en trading, je peux gagner en trading, je peux gagner en trading. C'est un exemple. Je peux gagner aux fléchettes, je peux gagner aux fléchettes, je peux gagner au tennis, je peux, je sais pas, qu'importe le truc. Mais l'idée, elle est là. Vous devez être convaincu en fait que vous allez pouvoir gagner ou que vous êtes capable de pouvoir le faire pour convaincre les autres. Hein. Bon, c'est assez logique, mais c'est pas forcément un truc qu'on fait forcément, et pourtant c'est tout à fait logique de faire ça. Point suivant. Vous ne comprenez peut-être pas, mais je leur parle. Je leur dis qu'il faut qu'ils vivent et fleurissent. C'est quelque chose que j'ai appris ou que j'étais enfant après d'un professeur de mon pays, la Suisse. On doit encourager tout ce qui pousse et c'est ce que je fais. Donc ça c'est intéressant, j'ai noté ce point-là, bon, parce que moi j'aime bien faire d'une part du jardinage, mais aussi parce que effectivement on sait tous qu'une plante c'est aussi vivant, et donc si la plante elle est aussi vivante, elle a de l'énergie comme nous, comme tout autre animal, hein, comme tous les animaux, comme nous, comme voilà tout ce qui est vivant. Et les plantes sont donc vivantes aussi, même si elles ne bougent pas. Et donc, il y a un type qui fait ça avec les plantes et il leur disait aux plantes, voilà, vivez, fleurissez. Donc, si c'est des plantes fruitières, n'hésitez pas à dire vivez, fleurissez, fructifiez. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, ouais, bon, à chaque fois que je fais le tour de mes plantes, je vais essayer de sortir ça parce que bon, ça ne me coûte pas spécialement plus de temps. J'ai fait quand même un tour pour voir l'état, etc., ce qui se passe. Donc autant le dire au moment où elle plante, mais je le fais maintenant quotidiennement. J'ai commencé à faire ça depuis que je l'ai lu. Je trouvais ça, voilà, ça me coûte pas plus de temps et je trouve ça intéressant. Donc j'ai appliqué ça. Ensuite, il y a de la Suisse à la Colombie, mais dans cette province canadienne, il existe une tribu indienne dont les membres parlent toujours aux hameçons et aux fils de pêche destinés au saumon et aux flétans, avant de commencer la pêche, prétendant que s'ils ne faisaient pas, les poissons ne mordraient pas. Nombreux sont des contes circulant sur les insulaires des mers du Sud qui offrent des aliments à leurs outils et instruments tout comme ils étaient vivants, les implore de leur donner de bons résultats. Donc c'est exactement le même principe, hein, quand vous allez pêcher, c'est un autre exemple avec le plan, mais le principe est le même. Hein. Et ce soir, j'ai décidé de rester à mon compte. Le pas était franchi, ou juste avant de m'endormir, je me suis dit « Oh, tu vas trouver un endroit dans quelques jours à venir. Jusqu'à présent, le pouvoir de la pensée ne t'a jamais abandonné. » Donc là, c'est le gars qui explique que le soir avant de se coucher, il s'est posé une question pour que le lendemain matin, son subconscient lui donne la réponse. Et donc le lendemain matin, il avait sa réponse et il a pu agir pour résoudre en fait son problème. Ça c'est vrai, c'est des choses à méditer qu'on peut faire le soir avant d'aller dormir. Tac, vous posez la question, vous verrez bien si le lendemain matin vous avez vos réponses ou pas par le subconscient. On sait tous que pendant la nuit on va arriver, donc le subconscient il continue de tourner quoi. Donc voilà, c'est un exercice qu'on peut faire. Ceux qui ont l'imagination développée, comme les artistes, les écrivains, les inventeurs, ont la capacité de voir et de créer des images mentales à volonté. Et alors, grâce aux mécanismes sur lesquels nous nous entendons un peu plus loin et aux explications déjà données, tous ceux qui les respectent ne devraient avoir aucun mal à visualiser avec les yeux de l'esprit les choses, les objets, les situations qu'ils veulent voir se concrétiser. Donc, en grosso modo, vous devez voir le futur. Donc, un futur positif, hein, bien sûr.
Donc, abordons maintenant le domaine du golf. Pendant plusieurs années, je me suis intéressé à ce jeu et j'ai même été membre de plusieurs clubs. J'ai souvent joué avec un homme qui, alors qu'il était plus jeune, avait été l'un des champions du monde au tennis. Cet homme était le golfeur les plus étonnants de toutes les côtes du pays. À l'aide de ses bâtons de golf, il pouvait envoyer la balle exactement là où il le voulait. Donc là, on revient sur la visualisation. Il voit dans son esprit déjà où ça va aller. Et donc ensuite j'ai mis comment faites-vous joueur. Donc après il lui demande comment il a fait. Lui ai-je demandé un jour. Alors qu'il ne l'avait pas étonné par ses coups absolument extraordinaires, eh bien il m'a répondu. Vous avez déjà joué à balle au mur et vous savez que cela signifie de placer votre balle sur le mur qui vous fait face. Vous la placez très haut ou très bas pour qu'elle rebondisse sur un mur latéral. J'ai appris à placer mes balles il y a des années lorsque je jouais au tennis. Vous vous faites une image mentale de l'endroit où vous voulez que la balle atterrisse avant même de frapper avec la raquette. Je me sert du même principe au golf. Voilà. C'est tout simplement ça qu'il dit. Il voit déjà là où la balle va être avant de la frapper. Donc ça s'applique effectivement au golf, au tennis, au volley, ou qu'importe le sport, hein, ou qu'importe le domaine. Donc plein de domaines, c'est pareil. Vous devez voir ce que vous voulez dans l'avenir et pas ce que vous voulez pas avant d'agir. Un grand nombre de lecteurs de ce livre peuvent ne pas jouer au golf ou au billard. C'est pourquoi je vous présente une expérience très simple qui va vous démontrer l'étrange pouvoir de l'attraction par la visualisation et les images mentales. Trouvez quelques petits cailloux de pierre. Donc ça, c'était un exercice qui demandait à faire. J'ai noté, bon, c'est un peu long si je devais le lire. Je vais essayer de vous lire une partie. Je ne sais pas si c'est trop long, je vais peut-être le zapper. Trouvez quelques petits cailloux ou pierres que vous pouvez lancer sans difficulté, puis repérez un arbre ou un poteau de 15 à 25 cm de diamètre. Placez-vous à 5 ou 6 mètres de l'arbre ou du poteau et lancez le caillou en essayant de toucher la cible, l'arbre ou le poteau. Si vous êtes comme la majorité des gens, la plupart des cailloux n'atteindront pas leur but. Alors arrêtez-vous et répétez-vous que vous êtes capable de réussir. Faites-vous une image mentale de l'arbre avançant dans votre direction, à la rencontre du caillou, et de la collision entre ce projectile et l'arbre, à l'endroit exact où vous désirez qu'elle se fasse. Bientôt, vous vous rendez compte que vous marquez tous vos points. Ne dites pas que cela est impossible. Essayez et vous prouverez que cela se peut, à condition que vous y croyez. Donc voilà ce qu'il dit, c'est un petit exercice avec des cailloux. Prenons maintenant cette séance en transportons-nous dans une cuisine. Vous est-il jamais venu à l'idée que les cuisiniers réputés se servent consciemment ou non de cette science? Deux personnes peuvent essayer de faire la même croûte. Ils prendront les mêmes ingrédients, suivront à la lettre la même recette et l'une sera complètement ratée et que l'autre sera une réussite complète. Pourquoi? Dans le premier cas, la personne met la main à la pâte avec appréhension. Elle sait qu'il lui est déjà arrivé de rater ses croûtes à tarte et se demande ce qui va devenir de celle-là. Elle n'a pas l'image mentale parfaite d'une pâte dorée et appétissante recouvrant des pommes moelleuses et succulentes. Elle est nerveuse et sans le savoir, sa crainte se communique à ses actes. La seconde personne sait que sa tarte sera un petit chef-d'œuvre et c'est ce qui se produit. Son image mentale, sa croyance font ce qu'il en est ainsi. Donc voilà, là on revient. Il faut vraiment être, avant même d'agir, vous devez déjà voir le truc positif comme quoi ça va se passer comme vous voulez. Nombreux sont ceux qui occupent des postes importants qui se donnent des airs destinés à intimider les autres. Les bureaux impressionnants dans lesquels les ouvriers, les secrétaires, les employés dont ils s'entourent forment un climat qui peut paralyser certaines personnes. Vous n'avez qu'à toujours garder à l'esprit que les directeurs sont des êtres humains qui connaissent les mêmes craintes, les mêmes faiblesses, les mêmes défauts que des millions de gens. À la maison, ils se relèvent souvent des indus très dociles. Donc là, je crois qu'il parlait à cause de la peur. C'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est dépasser vos peurs. Mais si vous pensez toujours de la même façon, que ça va se passer bien, ça se passera bien. Et effectivement, faut pas avoir peur d'aller voir direct, surtout celui-là qui a le pouvoir. Il faut y aller direct, il faut passer par des intermédiaires. C'est pas toujours facile, mais c'est ça, quoi. Lorsque vous affectez une vertu, vous le faites par l'intermédiaire de votre imagination. Pour devenir la personne que vous aimeriez, vous vous créez l'image mentale de ce que vous voulez devenir et vous le gardez jusqu'à ce que vous soyez cette personne rêvée. Il en est de même avec la réalisation de vos vœux. D'accord? Donc là, on revient. Vous pensez à votre futur, comment ça doit être, comme si c'était votre présent et non à des trucs que vous ne voulez pas, à votre passé ou à ce que vous ne voulez pas. Il faut être centré sur ce que vous voulez.
Le docteur Émile Coué, médecin français qui a mis en lumière la puissance de la suggestion, a déclaré que l'imagination était plus forte que la volonté. Lorsqu'un conflit existe entre les deux, il déclare que l'imagination gagne toujours. Pour illustrer cet énoncé, disons que vous êtes un fumeur invertébré de cigares et que vous décidez d'arrêter. Vous grincez les dents, relevez le menton et vous déclarez solennellement que grâce à votre volonté, vous allez vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Puis vous vient à l'esprit le goût d'un bon cigare, son arôme, l'effet relaxant qu'il a pour vous. Votre imagination se met alors au travail et votre résolution s'envole. La même chose est valable dans le cas de ceux qui essaient d'arrêter de boire ou de se défaire de toute autre habitude. Ensuite, on a quoi? Voyons maintenant quels sont ces moyens. Choisissez 3 ou 4 cartes. Des cartes du format de carte de visite conviennent habituellement. Dans votre bureau, chez vous, dans votre chambre ou ailleurs, asseyez-vous et demandez-vous quelle est la chose que vous désirez par-dessus tout. Lorsque vous avez trouvé la réponse, lorsque vous êtes certain qu'il s'agit là de votre désir le plus cher, inscrivez-le sur une carte. Un mot ou deux peuvent suffire. Un emploi, une meilleure situation de l'argent, une maison. Puis, sur chacune des autres cartes, inscrivez ce que vous avez écrit sur la première. Placez-en une dans votre portefeuille, une dans votre sac. Placez-en une près de votre lit et collez-la sur votre tête de lit. Puis une autre sur le miroir devant lequel vous vous rasez et vous vous maquillez. Et la dernière, mettez-la sur votre bureau. Le but, vous l'avez deviné, c'est de vous permettre d'avoir l'image mentale de ce que vous voulez devant vous à toute heure de jour. Le moment qui précède votre coucher et celui où vous vous levez le matin sont tous deux très importants et permettent de vous concentrer avec plus de force. Mais ne vous concentrez pas sur ces deux seuls moments. Car plus vous visualisez votre désir par cette méthode, par une autre méthode que vous aurez mise au point, plus vite il se concrétisera. D'accord? Donc c'est un moyen d'être tout le temps centré sur ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça actuellement. Donc ça c'est un auteur qui datait du XXe siècle hein, et puis notre monde. Mais disons aujourd'hui vous pouvez très bien faire ce genre de truc aussi en mettant l'image de fond sur votre téléphone, votre ordinateur, etc. Vous pouvez mettre tout ça pour visualiser et penser tout le temps à ce que vous voulez. La personne qui se fixe un but, qui a une image très nette de ce qu'elle veut ou qui a un idéal, arrive par la répétition à l'ancrer au plus profond de son subconscient. Et c'est ce qui lui permet, grâce à la puissance génératrice de ce dernier, d'atteindre son but en un temps record et avec un minimum d'effort physique. Elle n'a qu'à poursuivre sa pensée sans arrêt. Pas à pas, elle réalisera son rêve, car toutes ses facultés et toute énergie seront dirigées vers ce but. Donc là, on revient, soyez bien concentrés sur ce que vous voulez, il faut que le subconscient, il arrive à l'ancrer. Certains métaphysiciens et professeurs de sciences occultes prétendent qu'une personne peut savoir à son bureau et imaginer que les commandes entrent en grand nombre et les commandes d'achat se contredisent. Mais y parvenir, il faut que l'image mentale ou la projection de la pensée soit bien définie ou bien ancrée. Et cela exige une très grande expérience et beaucoup de concentration. On a d'ailleurs enregistré des choses très étranges. Mais la personne qui n'a pas encore développé la puissance de son esprit doit agir et doit mettre de l'énergie dans les efforts qui suivent sa pensée. Et elle doit établir les contacts qui lui sont dictés par son subconscient. D'accord? Il faut vraiment croire au truc pour que ça vienne. Hein. Il faut avoir une foi Ah, maintenant j'ai du mal à... Ça m'arrive hein, de ne pas avoir le mot. Inébranlable. Hein. Il va falloir que je répète le mot. Hein. Il semble que j'ai du mal à s'exercer avec celui-là, enfin aujourd'hui en tout cas. Un directeur bien connu m'a dit un jour: la plus grande difficulté dans le cas de ceux qui cherchent un emploi, c'est qu'ils sont tellement pris par leurs problèmes qu'ils ne font aucun effort pour impressionner leur futur patron, qu'ils ne pensent pas à dire ce qu'ils pourraient faire pour lui et qu'ils ne se rendent pas compte que tout ce qui intéresse l'employeur, c'est de savoir comment un employé peut l'aider. Et ça, c'est vrai. Tout le monde pense à son intérêt avant tout, et c'est exactement pareil pour votre futur patron. Il pense à son intérêt à lui. Donc vous devez vous concentrer sur lui et pas sur vous. Dans tous les cas, il ne faut jamais vous concentrer sur vous. Hein. Il faut toujours vous concentrer sur l'autre partie, qu'importe votre posture, même au sens inverse. Si c'est vous le patron et que vous allez engager quelqu'un, vous devez toujours vous concentrer au sens inverse. Jamais sur vous. Il y a plusieurs années, j'ai été invité chez un homme très riche qui possédait plusieurs brevets d'invention pour des machines utilisées dans des chantiers et les scieries. Il avait invité un certain nombre d'éditeurs de journaux, de banquiers, d'industriels et tous avaient accepté. Le but de cette soirée était d'exposer une nouvelle méthode mise au point pour les scieries. Le vin était servi de façon généreuse et il ne fallut que peu de temps avant que l'autre ne soit lui-même plein d'entrain. Ouais, non, ça c'est une histoire avec le miroir.
Juste avant que le repas ne soit servi, j'ai pu le voir se diriger en trébuchant vers sa chambre et se redresser brusquement face au miroir. Espérant pouvoir l'aider, je l'ai suivi. Alors que je me tenais dans l'encadrement de sa porte, je l'ai vu saisir le bord de la commode à deux mains et fixer le miroir, le tout en grommelant sans arrêt comme le font souvent les gens éméchés. Puis les mots prononcés ont semblé avoir un sens et je me reculais un peu pour ne rien manquer du spectacle. C'est alors que je l'ai entendu dire « Jean, espèce d'imbécile, ils ont essayé de t'enivrer, mais tu vas leur jouer un tour. Tu es sobre, tu es sobre, tu es sobre. C'est toi qui reçois et tu dois rester sobre. » Et alors il explique que, alors qu'il répétait ces mots tout en continuant à se fixer dans le miroir, j'ai pu assister à une transfiguration progressive. Son corps se tenait de plus en plus droit, les muscles de son visage se resserraient et l'ivresse s'évanouissait. Le tout s'est passé en moins de 5 minutes et dans toute ma carrière de journaliste et de reporter, alors qu'il m'avait été donné d'observer de nombreuses personnes, jamais encore je n'avais pu assister à un changement aussi rapide. Voilà. Donc il expliquait quand vous utilisez le miroir et votre volonté de croire, et ben voilà, vous arrivez à repencher la balance. Parce que l'esprit, si vous l'avez bien ancré, que vous êtes bien sobre, et ben votre esprit il va croire que vous êtes sobre et du coup votre corps aussi, votre partie physique va agir comme si vous étiez sobre, même si en réalité c'est pas le cas. Mais le truc c'est l'esprit il est plus fort. Pendant la dépression économique, alors que je travaillais en collaboration avec plusieurs organismes de vente et d'entreprises, ont vu de les aider à améliorer leur affaire, j'ai présenté la méthode du miroir et les résultats ont été étonnants. Dans l'un des cas, une usine où l'on préparait des tartes, j'ai fait placer des miroirs sur le côté à l'intérieur de toutes les portières du camion de sorte que les représentants les voient immédiatement, en les ouvrant au moment de la livraison. Je répétais sans arrêt à chacun de déterminer avant même de se présenter chez le client le nombre de tartes qu'il allait lui vendre et de le persuader devant le miroir que c'était ce nombre de tartes qu'il allait laisser sur le comptoir du client. L'un des chauffeurs m'a dit que pendant des mois, il avait essayé de vendre des tartes à une femme qui possédait un restaurant, mais qu'elle avait toujours refusé. Puis il a décidé d'essayer la technique du miroir. Ce jour-là, il lui a vendu 10 tartes. Au moment où il m'a raconté cette histoire, il lui vendait à peu près 15 tartes par jour. Donc voilà, il était tellement convaincu qu'il a pu convaincre la dame d'acheter les tartes alors qu'elle ne voulait pas avant. Il est maintenant temps de décrire cette technique. Placez-vous devant un miroir, vous n'avez pas besoin de vous voir intégralement, mais vous devez vous voir au moins à partir de la taille. Ceux qui ont fait leur service militaire vont très bien savoir exécuter ce qui suit. Le corps bien droit, les talons rapprochés, le ventre serré, la poitrine en avant et la tête haute. Respirez ensuite profondément 2 ou 3 fois jusqu'à ce que vous éprouvez une impression de puissance, de force et de détermination. Ensuite, regardez-vous droit dans les yeux et dites-vous ce que vous allez obtenir de ce que vous voulez. Dites-vous-le à haute voix de façon à suivre le mouvement de vos lèvres et à entendre vos paroles. Que cela devienne un rituel répété au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, et vous serez surpris des résultats. Vous pouvez augmenter l'effet requis en inscrivant au savon sur le miroir un slogan ou un mot, dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui a un rapport avec ce que vous désirez. En l'espace de quelques jours, vous aurez une nouvelle confiance en vous, telle que jamais vous n'imaginez pouvoir l'acquérir. Hein. Donc ça va vous aider effectivement à avoir une très grande confiance en vous. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? La réussite est une question d'application incessante. Vous devez vous y mettre et ne jamais abandonner, sinon elle ouvre les ailes et s'envole. Vous ne pouvez jamais vous permettre de vous endormir sur vos lauriers. Vous ne pouvez pas arrêter et vous admirer car d'autres sont là qui lorgnent votre place avec envie et ne demanderaient pas mieux que de la prendre. Surtout s'ils s'aperçoivent que vous n'êtes pas très fort et que vous ne faites rien pour renforcer vos positions. Donc effectivement là, on vient au fait que pour avoir la réussite, il faut vous battre. Il y a de la concurrence derrière. Lorsque l'être humain apprendra à comprendre l'immense puissance de son esprit et lorsqu'il aura réussi à s'en servir, il pourra non seulement dominer notre planète et tout ce qui s'y trouve, mais aussi il pourra atteindre les planètes voisines qui sont encore hors de son contrôle. Vous aussi avez cette étincelle à l'intérieur, mais vous devez la ventiler jusqu'à ce que le feu prenne. Vous devez ensuite l'entretenir en ajoutant du carbone, des idées et encore des idées et l'action. Effectivement, il ne suffit pas d'être concentré et d'avoir des idées, il faut aussi agir. Rien ne semble plus erroné que l'idée d'être prenant sa retraite à Rien ne semble plus erroné que l'idée d'un être prenant sa retraite à 60 ans. Dès que quelqu'un cesse de travailler, de s'activer physiquement et mentalement, il se dirige droit vers la tombe. Vous savez ce qui arrive aux chevaux de course qui cessent de courir? Vous savez ce qui arrive à votre automobile que vous laissez dehors à l'abandon? Elle roule très vite. Elle n'est plus bonne que pour la plus que bonne pour la ferraille. Bon.
Il en va de même avec les êtres humains. Ils se rouillent ou se flétrichent et meurent dès qu'ils cessent de s'activer. Bon, ça c'est vrai. Vous regressez si vous arrêtez de bosser. Hein. C'est tout à fait normal et logique. Hein. Ce principe de commencer une chose nouvelle par semaine nous entraîne sur le sujet de l'initiative et sur la valeur que peut avoir cette qualité chez un individu qui souhaite réussir. Soit l'homme cesse pratiquement avant d'avoir commencé. Des hommes et des femmes restent des employés de bureau toute leur vie car jamais ils ne font preuve d'initiative dans leur travail. Jamais ils n'essaient de trouver de nouvelles façons de s'acquérir de leurs tâches et jamais ils n'ont d'idées pour améliorer leurs conditions de travail. Alors, heureux celui qui sait se faire un ami d'un ennemi. Et c'est facile. Plusieurs personnes qui ne s'aimaient pas, peut-être à la cause de quelque chose que j'avais dû dire sans trop y faire attention et qui n'auraient pas hésité à me détruire, au figuré bien sûr, sont devenues des meilleures amies, tout simplement parce que je m'étais persuadé qu'elles étaient très amicales. Donc ça c'est effectivement un truc, hein, ne voyez pas la personne comme ennemie parce qu'elle vous voit au départ, mais la voyez là comme un ami et agissez comme tel et vous allez pouvoir changer la balance parce que sinon voilà c'est pas bon. Il faut voir les gens comme des amis et puis alors du coup voilà il deviendra vraiment un ami avec le temps plutôt qu'un ennemi, ce qui vous gagnez rien quand vous avez un ennemi de plus. Hein. Ensuite, alors retenez bien ceci, certains de nos ennemis peuvent l'être par notre faute. Ces amis et ennemis ne sont qu'un reflet de nos pensées. Celui qui est en face nous considérera comme un ami ou comme un ennemi selon l'image que nous-mêmes nous projetons. Donc voilà, on doit projeter un bon avis sur la personne. Hein. Si vous pensez et croyez que la personne que vous rencontrez est quelqu'un de bien, c'est ce qui va finir par se produire. Car n'oubliez jamais, ce qui vous arrive, c'est que la projection de ce que nous pensons mentalement. Donc, effectivement, pensez que ta personne est bien, elle va agir comme telle. Si vous pensez qu'elle est mal, ça va tomber comme telle. Et ceci nous amène à un autre point. Une personne qui veut trouver la fortune doit aller là où elle se trouve. Seul sur une île déserte, un homme aurait sûrement du mal à subvenir à ses besoins, sans parler de la question d'amasser une fortune. Il en va de même en ce qui concerne la vie de tous les jours. Par conséquent, si vous voulez de l'argent, vous devez vous tenir avec des gens qui en ont et qui savent comment en gagner. Bon, ça c'est logique, hein, vous en tirez des gens qui ont de l'argent si vous voulez en avoir. Hein. Plus vous en tirez des gens qui en ont pas, plus vous n'allez pas réussir à en avoir, c'est évident. Pendant plusieurs années, j'avais des intérêts dans une ferme où l'on cultivait du céleri. Avant l'enterrement des Japonais pendant la guerre, le fermier italien qui louait une partie de ma terre se plaignait de ne pouvoir concurrencer les Japonais et c'est l'excuse qu'il donnait lorsqu'ils ne pouvaient respecter les clauses de ses contrats de location. De façon intuitive, les Japonais connaissaient l'importance d'un bel emballage. Ils lavaient le céleri comme il faut, le mettaient ensuite dans des boîtes en bois neuf et souvent ils ne vendaient que les cœurs de céleri, bien emballés dans du papier portant un message positif sur la qualité du produit. Mon cultivateur, un individu négligent, n'a jamais, autant que je me souvienne, lavé un seul pied de céleri. Il les plaçait dans la boîte usagée et il se plaignait ensuite que les Japonais raflaient tout le marché. Donc là, la morale à comprendre, c'est si vous ne faites pas un meilleur travail que votre concurrent, c'est normal que votre concurrent il va avoir les ventes et que vous n'allez pas avoir les ventes parce que les gens, de toute manière, ils vont s'intéresser à celui qui fait le meilleur produit. Et c'est logique. Êtes-vous attirant? Portez-vous les vêtements qui vous vont le mieux? Connaissez-vous l'effet des couleurs et avez-vous étudié celles qui conviennent le mieux à votre caractère? Votre allure vous distingue-t-elle de tous ceux qui passent inaperçus dans une foule? Si tel n'est pas le cas, pensez un peu à votre présentation personnelle, car le monde vous prend pour ce que vous lui montrez. Ok, donc là, effectivement, ça joue beaucoup. Si vous avez une belle allure, si maintenant je portais un costard cravate, vous aurez une vision différente de comment je suis habillé sur le moment, ce qui est assez logique. Mais pour vous, c'est pareil. Pour tout le monde, c'est pareil. Ça va affecter automatiquement les gens si vous ne connaissez pas. Et même si vous connaissez déjà, ils vont se dire, tiens, maintenant, lui, ça va faire un tic comme quoi il est important. Ou alors l'inverse, selon comment il est. Ça, il faut faire... effectivement, on peut le prendre en compte dans des occasions importantes. Il faut effectivement y songer. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de le faire dans tous les cas, mais ça tique effectivement les gens.
Pour voir l'air que vous avez et ce qu'elle suscite, passez près d'un chantier de construction en marche. Si vous êtes bien habillé, si vous dégagez une impression de prospérité et d'importance, les ouvriers s'écarteront pour vous laisser passer. Vous pouvez également essayer de vous présenter dans un bureau où plusieurs personnes attendent pour rencontrer le directeur. Vous remarquez que celui qui a l'air important, qui fait preuve d'une voix forte et qui a l'air sûr de lui, est le premier à entrer et à recevoir l'attention non seulement des secrétaires, mais également des directeurs. Ok, alors on passe à la suite. Ouais. Les directeurs d'une agence de vente automobile m'a dit que l'on appelait souvent pour terminer une vente avec des hommes riches qui désiraient les voitures les plus dispendieuses. Non seulement je prends une douche, dit-il, mais je me change, je vais chez le barbier pour me faire laver les cheveux, faire une barbe et les ongles. Il est évident que cela produit un effet. Mais ce qui est encore plus important, c'est que moi, je me sens plus sûr de moi, je me sens comme un homme nouveau, prêt à renverser des montagnes. Bon, en gros, c'est à peu près ce que j'ai dit juste avant. Selon les personnes, il faut faire plus d'efforts, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment importantes. Et donc là, effectivement, c'est exactement ce que j'avais dit. Voilà, quand vous avez un homme riche qui va venir vous voir et que votre but c'est de vendre, faites tout votre possible pour vous montrer sur votre meilleur jour. Vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver que si vous ne le faites pas. Après, si c'est un type qui est sens inverse, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps. Ah, c'est bien sûr, il faut le faire avec ceux-là qui ont ce que vous voulez avoir. Hein. Par conséquent, une personnalité négative très forte dans une telle entreprise en désaccord avec les idées de la direction peut envoyer ses vibrations aux autres et causer des dommages importants. Tout comme une pomme pourrie dans la boîte peut entraîner la pourriture de toutes les autres. Donc là, il parlait de ça, quand il y a une personne qui est négative dans un groupe, elle peut entraîner tous les autres au négativisme. Ça peut être aussi l'inverse. Hein. Une personne positive peut en changer toutes les autres. Mais effectivement, il faut écarter la personne négative le plus rapidement possible. Soit vous arrivez à changer son état d'esprit, soit vous lui dites bye bye dehors. Hein. Si vous, le chef de l'entreprise, il ne faut pas garder une personne qui est négative. Soit vous arrivez à changer l'état d'esprit, il devient positif. Si vous avez déjà fait l'erreur que vous l'avez embauché avant, sans avoir remarqué qu'il était bien positif, et il va falloir l'enlever parce qu'il va affecter les autres, dont vous-même aussi. Ensuite, il y a marqué l'article souligne qu'un grand nombre de cas de rhume, des foins, d'asthme et de maladies du cœur, de haute tension et de rhumatisme, d'arthrite et de diabète, de grippe et de maladies de la peau comme les verrues, l'urticaire et les réactions allergiques sont causées par des troubles émotifs ou par des dérangements physiques aggravés par un facteur émotif. Le traitement consiste à définir la source de ces troubles émotifs et à les supprimer. Donc là, il met en avant comme quoi le corps et l'esprit c'est lié. Si votre esprit est bon, vous ne devrez pas avoir ce genre d'apparition sur votre corps. Il y a longtemps, un homme d'affaires m'a dit qu'il s'est débarrassé de ce qui l'ennuyait en se répondant tout simplement mentalement. Il est temps pour vous de partir tout de suite. Partez tout de suite. Le visiteur se sentit alors nerveux, regardait sa montre ou se levait, attrapait son chapeau et sortait peu de temps après. Donc là, il va commencer, là il se convainc. Quand il est dans un mauvais endroit de partir hein, et de ne pas rester dans un cercle négatif. Il a raison. Et plus loin, il va plus loin parce qu'il va commencer à parler de télépathie. Parce que là, il dit allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Donc quand il y a quelqu'un qui débarque chez vous et que vous ne voulez pas cette personne, vous pouvez vous dire mentalement va-t'en, 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 va-t'en. Et vous pouvez faire cet exercice et voir si ça se passe, si la personne va vraiment partir. Donc là, c'est beaucoup plus loin ce qu'il explique. Il parle donc de télépathie, mais c'est vrai qu'on sait qu'on balance donc qu'on a une énergie et que cette énergie on l'attire ou on l'éloigne. Donc logiquement si une personne est vraiment tout près de nous et que vous êtes dans son cercle d'énergie, on devrait pouvoir effectivement quelque part pouvoir pousser en quelque sorte la personne à faire un truc sens inverse. Hein. Un truc qu'on souhaite. Bon, c'est un truc à tester, j'ai noté, à voir. Hein. Pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est sa vision de la personne. Ensuite, j'ai noté, alors que j'écris ces lignes, j'ai l'image mentale d'un avocat connu que je me suis souvent allé voir dans son cabinet alors qu'il dictait des lettres d'affaires qui m'intéressaient. Lorsqu'il dictait, il faisait toujours les 100 pas et sa concentration était intense. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il restait debout quand il dictait et comment il se faisait que ces lettres lui permettaient toujours d'arriver à ses fins. Il m'a répondu, premièrement, je pense mieux lorsque je suis debout. Donc avant même de communiquer, à dicter et pendant que je parle, je vois en face de moi la personne à laquelle j'écris la lettre.
Si je ne la connais pas, j'essaie de me l'imaginer. Dans les deux cas, je dirige toutes mes pensées et tous mes mots vers cette personne comme si elle se trouvait vraiment en face de moi. Et je lui dis mentalement que mes idées sont correctes et qu'elle devrait y croire. Un directeur travaille dans le domaine de l'automobile. M'a dit que lorsqu'un client avait l'argent pour acheter, il se disait toujours vous allez acheter cette voiture, vous allez acheter cette voiture, et c'est ce que le client faisait. Donc là, on est vraiment dans la partie télépathique où le gars, mais il est bien concentré sur ce qu'il voulait, et apparemment, ça marcherait. Bon, c'est des trucs à tester. Hein. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas religieux et ce dont je vous parle, là, n'est pas un truc de bonne femme. Il s'agit d'une science précise. Ce que nous pensons et ce que nous voyons se concrétisent. Nos pensées rayonnent jusqu'aux autres et les influencent. Peut-être est-ce inconscient. Nous transmettons des vibrations de haine qui prennent vie en nous et elles nous reviennent. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'étudier et de comprendre la loi de cause et d'effet et tout est simple. On va parler de la pensée comme d'une influence puissante et invisible. Et c'est vrai, il y a très peu de gens avec lesquels vous pouvez aborder le sujet. La plupart de ceux qui l'ignorent vous regardent d'une drôle de façon lorsque vous en parlez et je comprends pourquoi. Maintenant, notre maître a parlé avec l'aide de paraboles. Bon. C'est des choses effectivement à appliquer, à voir. Hein. Si on n'y croit pas, on peut être bon sceptique. Et donc tester. Hein. J'ai trouvé le livre vraiment intéressant. Donc il y a encore quelques points que j'ai notés. Voici une expérience très simple qui peut être faite par 3 personnes. Coupez 5 bandes de papier de couleur d'un magazine par exemple, chacune d'environ un demi-centimètre de largeur et de 7 cm de longueur. Plus les couleurs seront vives, comme un rouge vif ou un bleu électrique, mieux cela sera et en plus ce sera sûr de mieux les distinguer les uns des autres. Une personne devrait ensuite les placer en éventail, entre le pouce et l'index de la main droite de la même façon qu'on tient un jeu de cartes. L'une des 2 personnes restant touche alors l'une des bandes de couleur sans que la troisième personne puisse la voir. Immédiatement après, la personne qui tient les bandes se concentre sur la couleur choisie en essayant de communiquer l'information à l'esprit de la troisième personne à qui l'on demande d'indiquer la couleur choisie. Il est important que la troisième personne donne une réponse immédiate et spontanée et qu'elle fasse le vide dans son esprit et qu'elle pense à quelque chose d'entièrement étranger à l'expérience. Il ne doit pas essayer de deviner ou de penser de façon consciente à la couleur de la bande choisie, mais il doit agir des réceptions de la première impulsion mentale. Le nombre de fois que la troisième personne réussira à nommer la couleur choisie vous étonnera. Donc ça, c'est encore un exercice que je trouvais intéressant de noter, à faire. Hein. De plus, notez bien ce qui suit. Le docteur G.R. Schmelder de la clinique psychologique de Harvard, où de nombreuses expériences sur la télépathie ont été faites, a souligné que les sujets pour qui la télépathie était un mythe ou soutenaient qu'une telle hypothèse était fausse, avait immanquablement des résultats plus faibles que les autres. Là encore, nous avons une preuve de la magie de croire. Croyez que cela fonctionnera et cela fonctionnera. Au contraire, pensez à l'échec et les résultats seront mauvais. Donc concentrez-vous sur les résultats positifs, mais ça, hein, sur ce point-là, il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Il faut vous concentrer sur ce que vous voulez. Hein. Après, la télépathie, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus loin, à voir si ça marche vraiment ou pas. Bon, à tester. Il raconte comment une jeune femme, en distrayant un jeune homme, essayant de contrôler la chute des dés et en se moquant de la soi-disant capacité de démontrer la puissance de son esprit sur la matière, a réussi à injecter un tel facteur négatif qu'elle a réussi à amoindrir sa confiance en lui et à lui faire obtenir de mauvais résultats pour le reste de la journée. Donc voilà, est-ce qu'il paraît, il y a une personne qui a testé ça, une femme, et elle a réussi donc à faire en sorte que le gars, il a eu une sacrée malchance du coup à cause de ce qu'elle a injecté, à penser, à lui injecter à la personne. Donc c'est une chose à méditer genre au poker. Hein. Pour ceux qui font le poker, vous pouvez tester, on verra bien si ça marche ou pas. Hein. Bon, suivant. Les écrivains. Bien avant les expériences faites à Duke, ont déclaré que le facteur chance venait d'un esprit déterminé, une combinaison de visualisation, de concentration et de pensée, de volonté et de foi. Pensez à cela en rapport avec vous-même et les buts que vous êtes fixés, car c'est là que c'est le premier secret de cette science. Bon, après, il y a plein d'auteurs qui disent ce genre de trucs, à part la télépathie, mais le truc, loi d'abstraction, etc. Donc de croire, c'est exactement ça, de se concentrer sur les trucs, c'est classique et ça existe depuis longtemps. On voit que toutes les religions sont basées sur ce truc-là. Hein. C'est... Bon, après, point suivant. L'histoire est pleine de récits d'individus volontaires, forts qui
qui, s'en tenant à leurs convictions les plus profondes, ont été capables d'influencer leurs semblables par rapport à une opposition déterminée, et qui à partir de rien ont créé des entreprises énormes, des empires et des mondes nouveaux. Ils n'avaient pas le monopole de la puissance de la pensée. Vous, comme tout homme, toute femme, l'avez autant qu'eux. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'utiliser. Vous deviendrez alors la personne que vous souhaitez être, car à cause de la loi de cause et effet, vous amènerez dans votre vie les nouveaux éléments que vos pensées dominantes créeront pour contrôler vos désirs. Voilà. Donc j'ai noté un dernier point. Je vais noter. Ceci vous amène au message le plus puissant du livre. Nous pouvons obtenir et être pratiquement tout ce que nous voulons si nous arrivons à forger à cet égard une certitude que nous ne remettrons jamais en question. Donc il faut effectivement être certain. Donc voilà un peu les notes que j'avais mis du livre. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant comme la plupart. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre, La magie de croire, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous donnerai le lien en description. Bon, les livres c'est pas cher, hein. Et c'est intéressant, ça cultive votre état d'esprit à être plus positif et tout. Et ça, je vois mal qui en douterait. Si vous êtes négatif, vous attirez forcément des mauvaises choses. Si vous êtes positif, vous attirez des choses positives et ça vous évite la déprime, etc. Ça vous permet d'être toujours en bien, positif, etc. Ça aide en tout cas. En tout cas, moi j'ai remarqué quand je diminue de la lecture, ben, je reviens aussi en sens inverse, je deviens à nouveau beaucoup plus négatif, etc. Alors que des fois, j'ai complètement l'état d'esprit inverse et ça incite même d'autres personnes à être, je crois que certaines personnes par moment sont un peu surpris par des choses que j'ai dit, mais ça vient surtout parce que j'ai passé mon temps en fait à ce moment-là à lire ou à lire des trucs de motivation et tout, et c'est beaucoup plus positif pour tout le monde, pour soi-même et pour les autres, d'agir de la sorte que dans le sens inverse, donc c'est très important de lire. N'hésitez pas aussi à en parler si vous avez des questions à propos. Vous voulez parler du livre, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à penser à mettre un pouce bleu. Je ne veux même pas dire d'hésiter, mais faites-le. Mettez un pouce bleu, partagez parce que ça peut aider d'autres personnes que vous et pouvoir discuter après d'autres personnes en commentaire, parce que sur le moment, s'il n'y a pas de communauté assez grande, il n'y a pas moyen de discuter parce qu'il n'y a pas besoin forcément de discuter uniquement avec moi. Il y a aussi d'autres personnes qui pourraient discuter avec vous, qui pourraient être attirées, mais qui ne connaissent pas les vidéos parce que les vidéos sont seulement mises en avant à partir du moment où elles sont vues, etc. Donc pour aider à faire qu'elles sont vues, un bon moyen c'est de partager, de mettre les likes, etc. Allez, à la prochaine, c'était Sébastien Canet.